Bonjour et bienvenue à Radio éphémère du Vieux-Hall. C'est la saison 2, épisode 4, enregistré au marché du Vieux-Hall dans le Transistrock de Transistor Média, le jeudi 22 août 2019. Radio éphémère, c'est une série de balados qui s'intéresse à la relation entre Gatineau et la culture dans le sens très large. Bonjour! Allô, Annie! Là, je suis un peu surprise. À mes côtés, c'est pas le beau Patrick. Il est pas là cette semaine. Il est parti annoncer la bonne nouvelle aux enfants, au peuple de demain. Mais à mes côtés, je suis quand même gâtée. Je ne pouvais pas tomber sur une meilleure personne pour sécher mes larmes et calmer l'hémorragie de mon cœur qui saigne. Nul autre que la splendide Marie-Hélène Frenette-Assad à mes côtés. Merci. Très contente Annie, d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être ici avec toi. C'est un beau... ça fait longtemps que j'ai pas été dans le troc. Je suis très contente d'être ici. Welcome back. À l'émission aujourd'hui, on parle de Gatineau et d'alimentation. Tout d'abord, pour aborder le sujet, une discussion sur l'identité culinaire de Gatineau. Gatineau et bouffe. Est-ce que ça rime ensemble? Est-ce que ça va bien ensemble? Alors, autour de la table pour cette discussion, il y aura Éric Gaudreault, le copropriétaire du bistrot Le Troquet, Romain Riva, chef et copropriétaire des Vilains Garçons, et Élodie Monga-Dubreuil du bar laitier La Petite Molle. Le Vieux-Hall et son désert alimentaire. Comment est-ce possible encore en 2019? On fait le portrait aujourd'hui avec Yolène Ruel à la coopérative de solidarité de la ville de Hall et Daniel Emeston, coordonnateur de l'organisme Agriculture urbaine CBio. Également, viendront nous rendre visite nos collaborateurs habituels. Camille Boutin, notre recherchiste, viendra nous parler d'une nouvelle première fois, la première fois qu'elle a goûté à un plat qui est tellement Gatineau, la poutine sauce blanche. La chanceuse. Marie-Hélène, quant à elle, va nous parler de la culture culinaire du Vieux-Hall et de son amour pour les marchés. Quant à moi, je vous partagerai un petit secret de ma vie, mon passé de serveuse. Et Jean-Denis Scott viendra terminer, pour pas dire achever l'émission, avec votre vision, chers auditeurs, de la bouffe à Gatineau. On a déjà hâte. Oui, miam, on a déjà miam. hâte. Débutons avec toi, Marie-Hélène. Premièrement, je veux te souhaiter un bon retour parmi nous. C'est bon de te revoir ici. Yes, alors, ben oui, effectivement, après un an d'absence d'éphémère, donc ça me fait plaisir de revenir pour un jour seulement. Je suis bien contente d'être de retour dans le Transistrock. Je vois que personne n'a passé le balai dans la place depuis et il n'y a vraiment rien qui change. Je suis contente d'être aussi au marché du Vieux-Hall parce que moi, j'adore les marchés depuis toujours. Quand je suis dans un marché, ça me rappelle lorsque mon père m'amenait les samedis au marché La Rose, mieux connu sous le nom d'Encamp-Maçon. Oui, l'Encamp-Maçon, c'est un endroit de rêve où tu peux te magasiner une magnifique paire de fausses lunettes Oakley que tu agenceras avec un faux T-shirt Tommy Hilfiger et un beau bandana en cuir. C'est là aussi que j'ai eu la chance de voir un spectacle de Jeanne Mance-Cormier. Ça, c'est la plus petite chanteuse du monde. Elle mesure 18 pouces, Jeanne Mance-Cormier. Elle s'en vante parce qu'elle est contente d'être la plus petite chanteuse du monde. Et ça a été vraiment, comment je te dirais bien ça, le show de ma vie, live from Encamp-Maçon, dans ta face, chez Aga. Là, vous allez me dire que j'ai pas rapport, qu'on est dans le Vieux-Hall et non à Masson, mais j'y arrive. C'était juste un petit détour avec une petite anecdote. Oui, j'aime les marchés tellement que j'ai même déjà eu un kiosque quand j'avais jadis une petite entreprise d'accessoires de chalet. Et même si ça marchait assez bien, mon affaire, j'ai toujours été bien impressionnée par les files d'attente devant les kiosques qui vendaient de la bouffe. Vous dire le nombre de personnes qui étaient prêtes à payer 18$ pour une petite crêpe farcie m'a dit, comme on dit, « only in Wakefield ». Mais ça m'a donné une idée quand même, tout ça. J'ai, pour de vrai, convoité assez sérieusement la possibilité de me partir une compagnie de bacon. Parce que oui, mesdames, je fais mon propre bacon dans la vie. Et j'allais appeler ma compagnie comment? J'allais l'appeler Kevin. En l'honneur du grand Kevin Bacon. J'aurais vendu un morceau de bacon de 1 pied de long que j'aurais appelé le Footloose.
Ou encore un jerky de bacon sous vide pour les gens de plein air qu'on aurait appelé le Wild River. Ou encore du bacon déshydraté que j'aurais appelé le Apollo 13. Pas pire, hein? Dans ta face, Beyond Meat. Depuis, j'ai changé de business et disons que depuis 1 an, je mange vraiment beaucoup au restaurant à cause de Transistor et je mange surtout beaucoup dans les restos du Vieux-Hall. J'ai donc voulu vous partager mes réflexions sur la culture culinaire du VH. Moi, quand je pense resto du VH, c'est clair que je pense tout de suite à un grand visionnaire de la place, Monsieur Éric Gaudreault. Oui, un grand visionnaire, parce qu'on le sait peut-être pas, mais c'est au Troquet qu'on a pu goûter pour la première fois aux nachos avec salsa on the side. Moi, la première fois que j'ai mangé ça, je me suis dit, je sais pas c'est qui a pensé à ça, mais chapeau. Non, fallait y penser. Moi, je trouve qu'on mérite mieux dans la vie que du soggy. Moi, j'ai peur de 3 affaires dans la vie, OK? Les serpents, Andrew Scheer puis une chip molle. Je veux que ça fasse crunch. Puis je veux surtout que ça goûte la même affaire que quand j'avais 15 ans. Le menu du Troquet, moi, il me rassure. C'est bon pour mon anxiété. Alors que l'humanité est en train de revirer sur le top, le menu du Troquet, lui, il reste pareil. Arrivez-moi pas avec des Pokéballs au lieu du jambon beurre, la gang, je survivrai pas. Je pourrais aussi vous parler du Pizzaza, cette institution du VH que tout le monde aime. Je peux vous parler du menu qui est toujours bon, du service vraiment toujours impeccable, ou encore vous raconter la savoureuse anecdote de la fois où un couple a mis fin à sa relation à la table à côté de moi le soir de la Saint-Valentin. Ouch! Non, c'était pas malaisant, pas en tout, là, c'était bien le fun. Mais non, je vais plutôt vous parler des petites menthes qu'on nous donne à la fin de avec notre facture. Oh boy, pas me pas là-dessus. Je dis une menthe, mais c'est un peu une hérésie de dire ça, parce que c'est pas une menthe. C'est un bonbon à réglisse noire qui a l'air d'une menthe. De la réglisse noire déguisée en menthe, je vois pas ce qu'il peut y avoir pire que ça comme fraude. Moi, si j'avais une chose à dire à la réglisse noire en général, ce serait pourquoi? Pourquoi t'existes? Quand je serai reine du Québec, bon, ça, c'est un autre de mes projets après Transistor, là, je compte rassembler toutes les choses qui goûtent la réglisse noire au même endroit pour plus qu'on se trompe. Peut-être sur une île ou bien, je sais pas moi, pourquoi pas à Zibi. Oh. Comme ça, on saura d'avance ce qu'on va se mettre dans la bouche et on pourra consentir ou pas à manger de l'infâme réglisse noire. Il n'y aura pas de surprise, pas de cri propco manque réglisse, pas de soirée de salade carbonara gâchée par un candy mal intentionné. Alors, d'ici à ce que je devienne reine du Québec, je vous invite à la patience et à lancer vos menthes à réglisse sur les serveurs du Pizzaza. Je l'ai déjà faite pour vrai. Mais si jamais la supercherie a marché et que vous avez besoin de vous changer le goût avec quelque chose de fort, pour moi, l'élément culinaire qui représente le mieux le Vieux-Hall, c'est le fameux shooter de queue de castor du Houquois. Ce savoureux mélange de quelque chose à l'érable, quelque chose de crémeux et quelque chose qui pogne en feu, qu'on asperge très généreusement de cannelle, tellement que si on ferme les yeux, on a soudain l'impression d'être dans un magasin de Noël de Hogan Quit. Puis moi, le bout, là, où on sac le drink en feu puis que ça explose de cannelle partout sur la serveuse ou sur une bachelorette qui, on va se le dire, devrait s'en tenir à un seul shot de queue de castor pour asseoir, ben je trouve ça beau. Je trouve ça grandiose. C'est comme un mélange entre un tour de magie de Daniel Coutu puis les grands feux du casino. C'est un peu à l'image de notre VH. Un peu chaotique et plein de surprises. Alors voilà, je l'aime, mon VH. J'aime sa culture culinaire, ou comme on dit à l'encan maçon, du bon manger. Merci. Merci, Marie-Hélène. Quel retour en force, mesdames et messieurs. I'm back, mais pas pour longtemps. Tout un retour. Des fois, il y a des grandes questions dans la vie, comme qui sommes-nous? D'où venons-nous? La poule ou l'œuf? Et la question la plus importante, Gatineau a-t-elle une identité culinaire? Une question qui me garde éveillée tous les soirs. Pour tenter de répondre à cette dernière question, peut-être aux 2 premières ou 3 premières, si ça leur tente, on reçoit maintenant Éric Gaudreault, copropriétaire du Bistrot Le Troquet, Romain Riva, copropriétaire du Vilain Garçon, et Élodie Mongat-Dubreuil du bar laitier La Petite Molle.
J'aimerais commencer cette discussion-là en vous posant une question qui s'adresse surtout à nos restaurateurs installés déjà dans le cours 2 garçons. À la lumière de votre expérience en restauration dans le vieux hall, comment est-ce que vous considérez que la restauration se porte à Gatineau? Bon, on peut clairement parler d'évolution et de changement, c'est certain. On a eu, étant plus jeune, on avait une table qui était très, très française, classique. Je nommerai pas les endroits, on les connaît, mais on a quand même conservé cette tradition-là, mais on remarque que les jeunes qui ont été formés par ces grands chefs-là, je ne nommerai pas, mais mettons M. Riva Romain à côté de moi, on remarque que bon, ils ont pris ces cadre, cette restauration très rigide française-là, mais là, les murs ont complètement explosé. La restauration est en constante évolution. Là, il n'y a plus grand barrière. Et puis, il y en a qui font du travail extraordinaire avec ça. Dont, justement, Romain Riva ici et d'autres. Donc, c'est vraiment une explosion, je vois, le culinaire à Gatineau. Et puis, oui, on a suivi la mode un peu comme d'habitude, avec un peu de retard. Mais souvent, c'est mieux parce qu'à place d'être une mode, on voit qu'on a des gens qui sont sérieux dans leur métier et dans leur offre. En t'installant dans le viol, Romain, est-ce que tu t'es confronté au fait justement que Gatineau peut-être accusait un certain retard? Est-ce que c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'était un retard qui était là. Moi, je me suis confronté à une chose, c'est que je voulais pas changer de direction. Fait que si Gatineau allait accepter comment j'étais, puis ils allaient rentrer dans mon restaurant, mais fuck it, moi je change pas. Est-ce que ça a posé problème au début? La première année, c'était compliqué. La première année, j'ai regardé tous les restaurants de la fameuse rue Laval qui sont pleins tous les midis, puis toi tu fais comme, mais pourquoi je fais pas de clients? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? T'sais? Puis finalement, mais quand tu décides de pas changer, puis le bouche-oreille paye, c'est juste qu'il faut jamais arrêter. Faut tout le temps y croire, puis faut pas s'attendre à être comme... Est-ce qu'il y a eu la tentation à un certain point de faire comme, de retourner en arrière, je vais leur donner ce qu'ils veulent? De me plier? Oui, de plier. Non, jamais. Puis aujourd'hui, j'imagine, est-ce que tu considères que ça a été un choix? Je pense que ça a bien marché, mais on vient d'ouvrir un deuxième restaurant exactement sur la rue Laval. Oui. Et on revit exactement le même combat qu'il y a 5 ans. C'est le midi, c'est pas occupé, parce que le monde ne comprenne pas qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord. Puis on a 2 options. C'est où on se plie, chose qui n'arrivera pas. Fait qu'il va falloir attendre. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez eue au début des Vilains Garçons, est-ce que pour Yuzu, est-ce que ça vous donne une confiance supplémentaire ou ça vous gruge encore plus d'énergie en sachant que, bon, voilà ce à quoi on devra faire face? On sait à travers quoi il va falloir passer. On peut pas utiliser notre nom Vilain Garçon parce qu'en ouvrant un deuxième restaurant, ça fonctionne pas. Le soir, oui, ça fonctionne, la clientèle est là, le soir, il n'y a pas de problème. Mais le midi, c'est créer une nouvelle clientèle, c'est faire croire à tout le monde que ça va être bien puis que ça va être bon. Puis faut qu'ils rentrent. Du moment où ils rentrent, il n'y a plus de problème. Oui. Mais c'est habitué parce que le monde qui sont dans le vieux le midi, c'est une sorte de clientèle. Mais en même temps, vous avez proposé quelque chose de le fun. Moi, je suis allée le midi, puis effectivement, vous proposez des plats comme des combos le fun, pas dispendieux, c'est rapide pour le midi, ça fonctionne. Dans le fond, il faut juste que les gens associent votre restaurant à ça. C'est ça, c'est juste que le monde le sache, qu'est-ce qui est disponible, puis c'est ça, le travail qui est difficile. C'est le troquet est reconnu pour qu'est-ce qu'il fait depuis maintenant 30 ans? Presque. Pizzaza est reconnu pour ce qu'il fait. Nous, on essaye de se battre à faire des brunchs tous les dimanches matins, mais le monde ne l'a pas compris encore. Puis ça fait pourtant 4 ans qu'on en fait. C'est de s'installer dans l'habitude, dans une habitude. Comme une habitude, puis de croire dans ton produit, là, je pense. Donc, disons à tous, allez au Yuzu le midi, c'est super. Allez au brunch des Vilains le dimanche, vous le regretterez pas. Élodie, quant à toi, tu as un profil un peu différent. Donc, toi, ton projet n'existe pas encore, mais tu travailles très fort à installer un bar laitier au cœur du Viol. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet-là et comment il est né surtout? Oui, dans le fond, moi, j'ai été approchée par des gens qui avaient travaillé à Gatineau, où est-ce qu'il y avait un bar laitier, puis ils ont vraiment aimé un peu l'ambiance puis l'énergie que le bar laitier amenait dans le quartier. Ça fait vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il y a plein de communautés qui se rencontrent, des gens qui cohabiteraient pas nécessairement, qui là le font. Puis le but, c'est d'amener un peu cette ambiance-là dans le vieux hall, puis de dire, un endroit où est-ce que les fonctionnaires, les touristes, les étudiants, les familles,
les gens qui habitent dans le viol, les adultes aussi, Oui. tout ça, peuvent se rencontrer puis juste venir profiter un peu du viol puis d'explorer un peu qu'est-ce qui se passe autour aussi. Puis là, t'en es où dans le développement de ton projet jusqu'à maintenant? Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus au début de l'été avec la CDR puis l'incubateur jeunesse. Puis j'ai fait l'étude de marché, j'ai fait un sondage aussi qu'on a fait passer à travers les médias sociaux, puis on a vraiment eu beaucoup de réponses. Fait que Oui. ça, c'est super intéressant. Puis là, j'en suis à faire un peu le plan d'affaires, puis trouver des bénévoles, puis des gens qui veulent m'accompagner dans ce projet-là pour l'ouverture au printemps prochain. On peut-tu dire le titre? Oui, Le nom du bar laitier qui est extraordinaire, c'est la petite molle. Moll, M apostrophe H-U-L-L Oui. pour Hall. C'est Un extraordinaire. délicieux jeu de mots, aussi Oui. délicieux Et là, que la crème glacée. Moi, je veux un T-shirt qui est écrit La Petite Molle et Ah, ça oui, tombe oui. bien parce que j'imagine, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aura peut-être campagne de socio-financement pour le projet. Ça serait le fun de faire une campagne de socio-financement. On en parlait justement pour la machine à crème glacée, pour que les gens sentent vraiment que c'est quelque chose dont ils font partie. Puis c'est vraiment un projet. C'est pas un projet. C'est un projet que j'aime, mais c'est pas un projet pour moi. Là. C'est vraiment un projet pour tout le monde. Puis je veux que les gens se sentent vraiment inclus dans ce projet-là. Donc, un objectif de rassembler la communauté Ouais, autour de ce projet-là. Puis que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il y a déjà aussi dans le viol, tu sais, de venir, puis de, tu sais, un cornet, ça se traîne full bien, là, puis de marcher, puis de voir qu'est-ce qui est déjà là. T'as pensé à tout. Oui. Éric, toi, tu es super impliqué dans le développement puis la revitalisation du centre-ville avec les autres commerçants, mais tu agis souvent à titre de porte-parole. J'aimerais savoir comment tu trouves que ce projet-là de revitalisation du centre-ville se porte en ce moment. Est-ce qu'on est là où tu espérais qu'on soit? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que tu es satisfait? Je ne suis pas reconnu pour ma patience. Donc, je trouve certainement que ça va pas assez vite à mon goût, dans le sens que ça fait déjà 22 ans que c'est ce que je veux. Mais ceci étant dit, il y a eu une évolution, certes, puis où on en est rendu, je pense que c'est très intéressant parce que, d'abord et avant tout, le plus important, c'est ce que je souhaitais le plus profond dans mon cœur, c'est qu'il y ait une approche communautaire et artistique. Oui. Donc, ce qui manque le plus à l'âme du centre-ville, c'est le fait que c'est des résidents. Parce qu'on a beaucoup d'employés. Ils aiment leur viol, mais ils quittent le soir. Donc, on peut avoir des gens ici tout le temps, mais qui l'aiment vraiment. Ou on peut avoir aussi des gens qui y travaillent et qui y habitent. Ça amène une deuxième couche d'affection et d'amour qui devient assez importante. Et c'est ça qui fait en sorte que là, les commerces sont vivants puis que c'est trippant. Et moi, le plus important, c'est au-delà d'avoir plein de restaurants, Moi, ce que je trippe le plus, c'est qu'il n'y a pas énormément de chaînes. C'est très indépendant. Ça, c'est merveilleux. Et puis, on prend une approche beaucoup avec la ville. On sent que les Gatinois embarquent avec nous aussi. Ça prend de l'art partout. Il faut faire vivre nos artistes. Et puis, c'est comme ça que ça fait un beau mélange de prendre un cornet, manger un café, prendre une petite bouchée, aller voir un spectacle, finir ça avec le grand feu. Puis c'est ça un centre-ville. Oui, Donc moi je pense qu'on est comme je viens de nommer des choses qu'on peut déjà faire à part le cornet, la petite molle Ça s'en grouille. vient. C'est ça, je me dépêche. On attend la campagne de socio-financement avec impatience. Tous ces projets-là de faire revivre le centre-ville ont beaucoup passé à travers les commerçants, entre autres les restaurateurs. Ça a été beaucoup eux qui ont porté ce projet-là puis qui l'ont véhiculé. Puis on le sent aussi, Élodie, dans ce que tu as dit, pour toi aussi, participer à la vie de quartier, c'est super important dans ton projet. Toi, Romain, est-ce que ça fait partie de tes préoccupations ou est-ce que pour toi, le choix de t'établir dans le vieux hall, il y avait ces raisons-là aussi plutôt que de t'établir ailleurs? Non, ben on s'est établi dans le viol parce que l'annonce qui Gigi disait dans le viol, pour pas mentir. Là. Oui, non, on n'aime pas ça le mensonge. Finalement, ben, on a rencontré d'autres commerçants, d'autres restaurateurs qui nous ont embarqués là-dedans. Eric, surtout, qui nous a comme fait comprendre c'était quoi le projet puis où c'est qu'il fallait se rendre. Oui. Puis oui, c'est une préoccupation. Je pense que plus tout le monde s'enligne dans la même direction, tous les commerçants se rencontrent souvent pour essayer d'avoir une vision commune. Oui. Souvent, c'est Eric qui décide la vision, puis nous, on le suit. Mais, ou quelqu'un d'autre. Mais non, la préoccupation, elle est constante pour tout le monde. Puis je pense que c'est... À tous les ans, tu vois que ça va de mieux en mieux. Oui, OK. Fait que je sais que l'année prochaine, ça va aller encore mieux. C'est ça que je me dis Donc, tout le temps. On sent l'amour des Gatinois. C'est ce qui est vraiment le fun parce que pendant longtemps, au centre-ville, on
on sentait pas nécessairement bien du love, tu sais. Mais là, on le sent de nos clients. Les gens sont tellement, justement, Marie-Ève en parlait tantôt du menu, tu sais, au troquet. Des fois, on change des petites affaires, puis là, oh mon Dieu, on dirait qu'on a... Tu sais, quelques années, j'avais changé mon logo, puis j'avais reçu, tu sais, les gens capotaient. Donc, c'est quelque chose qui est quand même le fun de sentir qu'on est des morceaux importants de leur imaginaire, là, tu sais. Pour terminer, peut-être, est-ce que vous avez un espoir, un rêve pour l'avenir, soit pour le Vieux Hall, soit pour votre établissement, pour la scène culinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on a un souhait pour l'avenir ici autour de la table? Il l'a dit, j'imagine. Ben oui, on est dans l'avenir. Ben oui, ben nous, on est vraiment dans les débuts du projet, mais c'est vraiment un beau projet d'économie sociale. Puis on espère vraiment que ça va peut-être démarrer quelque chose aussi, de voir que d'autres gens vont peut-être se lier un peu à ce projet-là, puis partir leur projet aussi dans le même ordre d'idée que le nôtre, puis que ça soit vraiment commun, justement, dans le Vieux Hall. D'accord. Et pour vous, messieurs? Moi, mon rêve, c'est de me réveiller demain matin puis d'avoir 5000 places de stationnement gratuites 24/7. Oui. T'arrangeras ça avec M. Dubé. Ah, avec la ville. Mais ça serait un beau rêve. Ça serait cool. Puis moi, mon rêve, c'est que les gens commencent à croire, les gens qui leur disent que le centre-ville de Gatineau est vivant, intéressant et le fun. On a un gros cousin à côté qui aussi a beaucoup d'offres, donc c'est le fun, les gens qui viennent faire leur tour ici et réalisent que... puis même souvent, on remarque présentement qu'il y a une gros buzz en Ontario et beaucoup d'Ontariens viennent nous voir parce que le Vieux A, là, c'est un buzz très, très à la mode présentement à Ottawa. Les gens, les foodies adorent ce qu'on offre. Donc, j'espère juste qu'on continue dans cette optique-là puis à faire rayonner notre centre-ville, là, justement, matin, midi et soir. Bien, merci beaucoup. Alors, Élodie Mongat-Dubreuil, merci beaucoup. Bonne chance avec ton projet. Romain Riva, merci beaucoup de ta présence. Ça a été un plaisir. Et Éric Gaudreault, merci. Merci d'avoir été là parmi nous. Merci pour tout ce que vous portez, vos projets et ce que vous faites pour faire rayonner le Vieux Hall. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Moi, dans la vie, j'ai eu un grand bonheur. Bon, peut-être plus qu'un, mais en tout cas, un des grands bonheurs de ma vie, ça aurait été d'avoir été servi au restaurant. Moi, dans mon souvenir, c'était peut-être au Coq-Licorne, peut-être la dernière fois. Oui, la dernière fois, en effet, probablement. Par une certaine Annie Cloutier. Oh. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de cette ancienne vie lorsque tu travaillais en restauration. En effet, aujourd'hui, c'est avec émotion. C'est une chronique un peu emo que je vais faire aujourd'hui. Ouais. Je suis pas... je suis dans cet état-là, dans un état de bilan. Donc, c'est avec une certaine émotion que j'ai rédigé ma chronique. On dit toujours qu'on doit partir de qui on est pour écrire. Hein, c'est une espèce de règle non écrite que tout le monde répète. Puis moi, je suis plutôt réfractaire à l'autorité dans la vie, mais cette loi-là, c'est pas mal la seule que je respecte sans hésiter. Puis aujourd'hui, plus que jamais. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous entretiens donc de mon passage dans le merveilleux monde de la restauration. Jusqu'à tout récemment, j'étais celle qui vous accueillait, entre autres au bistrot Coq-Licorne, sur la rue Laval, et qui vous servait une bière avec la plupart du temps une joie sincère. J'étais votre waitress, celle qui connaissait pas nécessairement votre nom, mais qui savait que vous buviez une moussette, que vous étiez allergique aux noix, aux arachides et à l'ail. Et ça, c'était ma partie préférée de ma vie de serveuse. Mes réguliers, mes regulars. Ces clients-là qui reviennent souvent, assez souvent pour qu'on se salue, qu'on se connaisse ou presque, et assez pour qu'on laisse une petite marque dans nos vies respectives. Par souci d'honnêteté, je dois vous avouer que j'avais mes préférés. Je nommerai pas de nom, là, mais j'avais définitivement quelques tables que j'avais parfois du mal à quitter parce que j'y avais beaucoup de plaisir et que je faisais des rencontres, ma foi, fort agréables. Il faut dire que j'avais la tête de l'emploi pour faire ce job-là. L'artiste, la comédienne qui sert aux tables dans le petit bistrot de quartier. J'étais un vrai cliché sur deux pattes. Mes années de restauration ont été très formatrices. Hein, elles m'ont forgé, m'ont changé. Parmi les apprentissages que j'y ai fait, le plus important est sans aucun doute sourire. Même quand ça te tente pas, même quand c'est tough, même quand ton chum vient de te crisser là. Apprendre à garder la face, quitte à aller sacrer en frottant un chaudron dans la plonge pour revenir fraîche et dispose pour déposer des assiettes sur les tables, remplir les verres et remplacer les fourchettes suicidaires. Sourire. Toujours sourire. Étonnamment, les sourires restent pas faux longtemps.
Pour expliquer ce phénomène-là, je citerai Éric Emmanuel Schmitt. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim dit quelque chose comme « Mais Momo, on sourit pas parce qu'on est heureux, c'est sourire qui rend heureux. » Ça sonne peut-être un peu cheesy, mais je vous mets au défi. Prochaine journée de cul que vous avez, sortez, puis regardez les gens en souriant. C'est plutôt efficace. Autre apprentissage non négligeable, levez le coude. Hein? Pas grimacer en buvant du Jameson, trouver le bon combo pour effacer sur son visage les traces d'une soirée où on l'échappe. Dans mon cas, c'est pas compliqué. De l'eau bien froide d'en face, du rouge à lèvres très rouge. Tout ça, ça me permet de faire face aux chums de filles qui viennent bruncher après le yoga sans problème, ni vu ni connu. Le monde de la restauration a la réputation d'être un monde d'excès. Cette réputation-là, je dois vous l'avouer, est fondée. Si tu penses qu'Éric Lapointe, c'est un party animal, c'est parce que tu t'es jamais tenu avec une gang de cooks. Le slogan de ces soirées-là, c'est quand tu peux plus, tu peux encore. Puis pas besoin d'être Jean Lapointe pour comprendre que l'alcoolisme est un danger qui guette. D'ailleurs, plusieurs chefs bien connus ont parlé publiquement de leur sobriété nouvelle et de leur réflexion sur cette culture d'excès qui règne dans le monde de la restauration. Pour quelqu'un qui n'a fréquenté les restaurants qu'à titre de client, c'est difficile de comprendre à quel point ce travail est intense, difficile et souvent ingrat. Ça prend un caractère de guerrier pour travailler dans une cuisine. Quiconque a déjà déménagé un ami en pleine canicule, un ami qui possède un divan-lit, un piano, un immense coffre de cèdre et un beau vaisselier en chaîne, quiconque a vécu ce déménagement peut comprendre la satisfaction de la gorgée de bière qui suit l'effort. Imaginez ce type d'effort, cette chaleur et le sentiment d'avoir triomphé de la bête à chaque soir. C'est intense, c'est dur sur le corps et à long terme dans la tête. Je suis heureuse de voir que finalement des acteurs importants de l'industrie commencent à parler des enjeux liés à la santé mentale et physique des artisans du monde de la restauration. Le plaisir de boire et manger est riche, important. C'est autour d'une table que les humains se rassemblent et se racontent et sont présents les uns aux autres. Les restaurateurs sont ceux qui permettent à ces moments d'exister. Ils le font avec expertise, parfois avec audace. Ils ouvrent nos horizons sensoriels, nous éduquent. Ça a été un véritable honneur pour moi de faire partie de cette faune intense et passionnée. Des amitiés solides et importantes sont nées de ce passage. Mais c'est surtout l'amour que j'ai pour le viol qui s'est cristallisé pendant ces années. Travailler au cœur de ce centre-ville, en train de se définir, beaucoup par sa scène culinaire d'ailleurs, m'a permis d'y voir le potentiel et m'a donné envie de faire partie du prochain chapitre, avec ou sans mon cabaret. Annie, merci. 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 Bon, on va-tu prendre une bière après ça? Excuse-moi. La soif que j'ai, mon ami. Ben oui, c'est sûr. Depuis 1999, on n'a plus d'épicerie dans le Vieux-Hall. On se rappelle la fermeture du IGA, anciennement un A.L. Raymond. Et aujourd'hui, en 2019, il n'y a toujours pas d'épicerie sur l'île de Hall. Comment on en est arrivé là? Quelle réalité ça crée pour les résidents? Et aussi, est-ce que le dossier avance? Donc aujourd'hui, on reçoit Yolène Ruel de la Coopérative de solidarité de l'île de Hall et Daniel Hermeston, qui est coordonnateur de l'organisme Agriculture urbaine, le CBio. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est inévitable. Lorsqu'on parle d'alimentation, on est dans le marché du Vieux-Hall, un événement qui est là l'été, une fois semaine, et qui clairement, j'imagine, pour vous, a sa place. On le dit souvent, on n'a pas d'épicerie dans le Vieux-Hall. Donc, d'emblée, j'ai envie de vous demander, Yolène Ruel, pourquoi? Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Moi, ça fait 1 an que je suis sur le conseil d'administration, mais j'étais la membre numéro 16. Alors, je suis vraiment du début, dans les années 2006, autour de ces années-là. Il y a une situation particulière dans le Vieux-Hall. Il y a, comme on parlait tout à l'heure aussi, c'est une région où il y a une industrie, la fonction publique qui est dominante, des gens qui voyagent, qui habitent pas nécessairement. Et on a eu aussi, pendant un certain nombre d'années, un exode. Les gens, ils quittaient les centres-villes. Et la spéculation immobilière, la propriété des terrains vacants, des terrains libres, le prix des loyers
On peut vraiment aller un prix double sur l'île de Hull comparativement, par exemple, à certaines régions d'autres secteurs de Gatineau. Alors, tout ça ensemble fait une soupe, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, mais fait une soupe qui rend l'arrivée d'une épicerie très, très difficile, surtout pour des épiceries dont le but est de vendre, de faire des profits. On parle clairement, là, si je voulais m'ouvrir une épicerie aujourd'hui, là, une des dernières places où je pourrais trouver un terrain abordable, c'est sur l'île de Hull. Alors, toutes ces circonstances-là font que c'est extrêmement difficile d'avoir une épicerie. Parce qu'en 2019, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça prend une grande superficie pour qu'une épicerie soit rentable. Donc, on ne peut plus avoir la petite épicerie de quartier. Donc, ça, évidemment, c'est un facteur. Il y a eu des initiatives. On a presque eu une épicerie dans un des édifices du groupe Effet. Il y a en tout cas une réflexion au moins de retourner donc dans l'ancien A.L. Raymond, donc ce qui a été mené la SAQ Dépôt. Le projet n'est pas mort, hein? C'est encore là pour vous. Vous travaillez encore pour qu'il se passe quelque chose. Ça prend beaucoup de patience, mais non, le projet, on ne peut pas lâcher. Je veux dire, c'est un désert alimentaire. On doit travailler à fournir, à rendre disponibles des aliments frais, abordables et diversifiés dans une région, dans un secteur où est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et puis en plus, en 2019, on parle beaucoup de densification, on parle de ramener, d'arrêter l'étalement urbain. On veut ramener les gens dans les centres-villes, mais pour ça prend une offre de service. Mais effectivement, des grandes surfaces comme ils s'ouvrent un peu partout, bien, on n'a pas ce terrain-là, on n'a pas cet espace-là. Puis on compétitionne avec le gouvernement. Donc, le prix des loyers, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, bien, c'était pas abordable. L'épicerie n'aurait pas été rentable. Et donc, Daniel, on pense maintenant aussi à certaines alternatives aussi, j'imagine. Donc, vous, votre organisme, qu'est-ce que vous faites ici dans le Vieux-Hall pour venir pallier à ce désert alimentaire? Il y a plusieurs volets à ce qu'on fait. On est au marché Vieux-Hall. On parraine le marché Vieux-Hall. Le marché Vieux-Hall, ça existe depuis 17 ans, je crois, maintenant. Là. C'est parti devant l'ancien Steinberg qui était sur la rue Leduc. C'est déménagé sur la rue Laval. Et puis maintenant, on est ici au Parc du Portage, là, un lieu qui n'était pas exploité puis qui est super le fun pour un marché. Ça, c'est une offre, mais c'est une offre. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire ça la fin de semaine. On ne peut pas faire ça le soir. Les gens ne sont pas là. Ça fait qu'on est pris à ouvrir de 9h30 à 2h30 le jeudi. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ouais. Mais la population locale, c'est vraiment une minorité de ces gens-là qui peuvent se servir de cette offre-là. Parce que, donc, quelles sont les conséquences à ne pas avoir d'épicerie lorsqu'on vit dans le Vieux-Hall? Annie, toi, tu vis dans le Vieux-Hall. Je vis dans le Vieux-Hall. T'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis de conduire. C'est un défi et ça prend beaucoup d'inventivité. Puis parfois, je pense à ces enjeux-là, puis je me dis, j'ai la chance de pouvoir marcher, d'être en pleine santé, d'être en forme, de pouvoir me payer un taxi au besoin, j'ai des alternatives qui me permettent de contourner ce problème-là. Mais si on parle de la population plus vulnérable, qui n'a pas ces moyens financiers-là et qui est limitée physiquement, c'est des enjeux qui sont très, très graves. Puis le marché, si je ne m'abuse, comme on a effleuré la question tout à l'heure, les gens qui le fréquentent, c'est pas les gens du quartier nécessairement. Il y a des gens du quartier, oui? il y en a beaucoup. Il y a surtout des gens retraités, des gens qui sont ici là, de longue date. On s'entend que les prix dans un marché public, c'est pas les prix d'une épicerie. Hein? On fait une douzaine de maïs là, à 7 $, ce qui n'est pas une fortune, mais quand tu vois la circulaire, ben c'est 12 pour 2 piastres à tel endroit. On sait très bien qu'ils vendent à perte pour faire rentrer les gens chez eux, mais on n'a pas ces options-là ici. Ça fait que les gens qui ont le 2 piastres comme moyen, ben ils vont pas à cette épicerie-là parce qu'elle n'existe pas ici, puis ils viennent pas au marché pour cela parce que ça lui coûte trop cher. Mais
vous, votre mission avec le marché, c'est d'encourager des agriculteurs de la région, Oui. pas mal. Ça peut être des restaurateurs aussi, donc des gens qui viennent. On peut consommer de la nourriture sur place. Peut-être nous faire un petit portrait là, de ce qui est spécial avec notre marché. Là. Ben c'est ça. C'est que là, on a des produits de proximité. C'est pas... c'est tous des petits producteurs, là, dans l'ensemble. Il y en a des un peu plus gros que d'autres, mais pas des trucs énormes. Ça vient de la région. Personne plus loin que Ligo, ce qui est encore assez près. Mais ça, c'est l'économie durable, c'est le circuit court, c'est toutes ces choses-là, ces belles choses qu'on veut faire puis vers quoi on tend de nos jours. Fait que c'est ce qu'on fait. On rapproche le producteur du consommateur. Ça, c'est extrêmement important parce que le consommateur voit les enjeux, voit les bénéfices d'acheter ce produit-là. Puis des fois, pour 10$ sur le marché, tu as la valeur de 35$ dans une épicerie à cause de fraîcheur, à cause de tout ce qu'on gagne. Donc, gaz à effet de serre, puis nommons-le. Puis nous, on fait d'autres choses aussi. On a d'autres projets en agriculture urbaine. On fait des potagers à partager avec des groupes communautaires. Tout ce genre de choses-là qui aident les gens qui sont moins fortunés à passer à travers. Là. Donc, c'est vraiment... mais ça, on parle d'autre chose. On parle plus d'épicerie, là, on parle de vraiment autre chose. Mais en agriculture urbaine, c'est extrêmement intéressant. Aussi, on parraine certains jardins communautaires. Les jardins communautaires, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les populations qui sont moins bien nantis, parce qu'ils peuvent avoir leur petit lapin de terre, cultiver, puis nourrir leur famille là, au moins tout l'été avec des produits locaux plus frais. Ouais. Super belle initiative. On parle des gens moins fortunés. On le sait, le Vieux-Hall, c'est pas un quartier qui est riche. On le sait là, qu'il y a une espèce de métissage maintenant, peut-être au niveau de la population, mais quand même, c'est pas... C'est une population bigarrée, pour le moins. Voilà. Et ça veut dire s'alimenter dans les dépanneurs, s'alimenter au Giant Tiger. Donc, c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de produits frais, mais aussi ça coûte très cher. Donc, vous... Yolène, vous voulez vous impliquer, vous voulez en faire une coopérative aussi, j'imagine, pour redonner peut-être à la communauté une meilleure alimentation carrément? Oui, puis la coopérative, ça permet un regroupement de gens qui ont un objectif commun, qui est au niveau de l'alimentation. Mais on sait très bien que l'alimentation, ça vient avec l'éducation, ça vient avec un savoir-faire de récupération. Ça vient aussi avec des collaborations. Je pense pas que, tout à l'heure, tu mentionnais des grandes surfaces sur l'île de Hull. Je pense pas que ça va être possible. Mais est-ce qu'on peut avoir une complémentarité avec d'autres coopératives ou d'autres gens qui veulent coopérer avec notre groupe? Puis, évidemment, l'objectif, c'est de fournir une alimentation. C'est pas de faire des profits, mais il faut que ce soit rentable. On peut pas fonctionner à perte. Mais c'est certain que si on n'a pas l'aide de la ville, si on n'a pas l'aide, la Caisse des Jardins aussi a offert de l'aide pour nous aider. Si on n'a pas cette aide-là, au départ, pour être égal, il y en a qui disent, il y a des gens de d'autres quartiers qui disent, voyons donc, pourquoi moi j'investirais pour une épicerie sur l'île? C'est que sur l'île, les résidents ça leur coûte cher le fait que le prix du terrain est très, très, très cher, le prix du loyer. Mais personne n'a demandé, là, je veux dire, les gens habitent ici, il y en a que ça fait des générations qui habitent ici, et il n'est pas question que ces gens-là quittent, sinon on va vraiment être dans on parle de gentrification, c'est quelque chose qu'on veut éviter le plus possible. On veut une plus grande mixité, mais pour ça, ça prend des gens qui se mettent ensemble, puis qui pensent à des solutions, puis qui travaillent en collaboration avec les gens, avec les marchés locaux. Est-ce qu'une petite épicerie peut avoir du bio, du local, du prêt-à-manger, etc.? Peut-être pas, mais si on s'associe à tous ces gens-là et à des cuisines communautaires aussi pour l'apprentissage de comment s'alimenter pour pas cher, avec des produits sains, bien, ça se fait. Mais dans le modèle coopératif, c'est ces moyens-là qu'on veut se donner, qu'une épicerie à but lucratif n'a pas l'intérêt. Et certainement pas, ils ne perdront pas d'argent. Des épiciers, c'est pas des écologistes, c'est pas des travailleurs sociaux, puis on leur demande pas ça non plus. Non. Mais c'est ça l'avantage de la coopérative, et on a bien hâte que ça débouche. Moi donc. En terminant, moi, je veux savoir, nous, comme Gatinois, Gatinoises, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager vos organismes ou encore s'impliquer dans vos organismes, Daniel? Bien, il faut participer.
il faut venir au marché, aller voir ce qui se passe là. Il y a un marché sur le plateau aussi qu'on part à Rennes. C'est un autre coin où peut-être ils ont besoin d'avoir un marché, mais pas d'une épicerie. Mais dans tous les petits quartiers, il y a ces organismes communautaires. Là. Il y a le dépanneur Sylvestre, il y a toutes sortes de maisons de quartier et tout ça. Ces gens-là cherchent de l'aide bénévole. Ils ont besoin de gens pour leur petit potager que nous, on fait des installations. On construit le potager, on leur montre comment faire puis tout ça. Mais au jour le jour, des gens qui s'impliquent puis qui vont aller désherber ça, puis s'en occuper de ces choses-là, pour qu'après, les gens, apprennent à planter quelque chose. Hein, ça a disparu. Quand on était plus jeune, tout le monde avait un jardin dans sa cour, puis ça a disparu en cours de route. Qu'on revienne à ces pratiques-là, puis on va déjà débloquer quelque chose. Puis ensuite, quand on connaît le produit, on n'hésite plus à l'acheter quand on le voit, quand on le rencontre quelque part. Puis, finalement, il y a des projets comme les potagers à partager, où, tout le monde peut aller récolter. Il y en a un petit ici, là, derrière l'hôtel de ville, là, où tu peux aller ramasser concombres, tomates, puis c'est tout petit, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais c'est des initiatives comme ça qui peuvent naître du simple citoyen, puis tout le monde peut s'en mêler dans son quartier puis dans son petit raccoin. Il se passe des belles choses quand même à Gatineau. Oh oui, il se passe des belles choses. En terminant, c'est votre tour, Yolène. Comment on peut faire pour la coopérative de Devenir membre, s'impliquer. Si vous allez sur la page Facebook, c'est l'épicerie coopérative de solidarité, l'épicerie de Hall. Et là, vous allez avoir les informations. Devenir membre, je pense que plus on va être nombreux à demander ce service-là, c'est un service essentiel. Oui. C'est la base, là, c'est vraiment la base. Et puis, c'est ça, impliquez-vous. Mais merci beaucoup, Yolène Ruel, Daniel Hermeston. Merci beaucoup et on se croise les doigts. Merci. Merci, au revoir. Allô, Camille. Bonjour. Camille, on le sait, tu n'es pas originaire de l'Outaouais, mais pour nous, cette année, à Radio Éphémère, en plus de faire la recherche, on t'a lancé des défis et on t'envoie vivre des premières fois de l'Outaouais. Il y a une spécialité locale en Outaouais, on ne le sait pas toujours, mais on ne trouve pas vraiment ça ailleurs. La poutine sauce blanche, et t'es allée la tester pour nous. Moi, j'ai jamais mangé ça, en passant. Moi non plus. Mais on t'écoute, Camille. Est-ce que c'est bon, cette histoire-là? OK. Je te raconte l'histoire au complet à partir du début. Hier, après mon cours de Zumba extrême, comme je l'appelle affectueusement, j'ai décidé de décevoir mon entraîneur et de faire fi de tous les conseils que j'ai reçus de la nutritionniste. J'ai fait un petit détour en rentrant chez moi, encore habillée en gym, les cheveux vraiment dégueux. Pour la première fois depuis mon arrivée en Outaouais, je me suis arrêtée à la pataterie Hulloise, coin Montclair et Saint-Joseph, qu'on m'a décrit comme étant l'emblème du casse-croûte fondé en 1982. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait déjà 37 ans que les fins de soirée un peu arrosées des Gatinois se terminent bien, c'est-à-dire autour d'un bon roteux. J'avais qu'une chose en tête, comme tu l'as si bien mentionné, la poutine sauce blanche, fierté culinaire typiquement gatinoise. Et pourquoi pas, tiens donc, ma coloc m'en avait parlé, il fallait bien que je finisse par l'essayer un jour. Étant donné mon habillement hors circonstance, si on peut dire, je sortais du gym, j'ai décidé de prendre le tout pour emporter, mais j'ai quand même pris le temps d'observer un peu les lieux. Quand tu rentres dans un casse-croûte, puis que pour t'accueillir, il y a une belle vague de chaleur bien huileuse qui te lèche la peau du visage, comme un enfant, tu sais, qui travaille vraiment fort sur son cornet à vanille pour pas que ça coule partout. Bon, il y en a que ça écœure, moi ça me fait sourire, ça me fait me sentir bien, je me sens à ma place. Revenons à la poutine, je reçois ma petite poutine, parce qu'on va pas exagérer trop quand même, puis à première vue, j'étais perplexe. La sauce est bien blanche, c'est pas une fausse représentation, la sauce est blanche, un peu translucide, bref, elle a pas toute ma confiance. Avant d'y goûter, je me demande de quoi elle peut bien être faite. Est-ce que c'est de la sauce béchamel, c'est de la sauce hollandaise, c'est de la sauce vol au vent, c'est de la sauce Alfredo raté? Non. J'essaie vraiment fort de deviner, mais ça sert à rien. Je le sais pas. Puis honnêtement, je veux pas vraiment le savoir. On n'est pas toujours obligé de tout savoir puis de tout comprendre dans la vie. C'est beau des fois de laisser planer le mystère. Je me demande si c'est vegan aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je pense pas, Camille. Non, moi non plus. Les sauces à poutine, en général, c'est pas très, très vegan. Je me risque, puis j'y goûte. Et boy! La pierre au rein que je me suis taillée hier, je vous jure, je vous le promets, dès qu'elle sort, je vous la montrerai, je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai beaucoup d'espoir quant à sa taille. C'était extrêmement salé, puis c'est tout.
Ça goûte rien d'autre que le sel. Est-ce que c'était mauvais? Non, j'ai quand même apprécié. J'aime les mets salés, comme toute bonne nord-américaine. Mais j'en ferai pas une habitude. La poutine sauce blanche n'a pas détrôné la poutine traditionnelle, ni la poutine italienne, que dis-je, qui est si chère à mon cœur. Ah oui, c'est ton truc, ça, la poutine italienne, toi. Ben, écoute, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Je prends toujours des poutines traditionnelles, mais la poutine italienne, là, c'est quand tu as envie de faire un câlin à ta maman, tu prends ça, ça te réconforte, tu te sens à la maison, c'est heureux, c'est joyeux. Moi, en tout cas, ça me fait sentir bien. Outre la sauce, je les ai trouvés très généreux en fromage, puis ça, c'est une belle qualité, pour vrai, pour un casse-croûte. Malgré tout, ce sont plutôt les patates qui ont retenu mon attention. Beau travail. Le fromage en grains, c'est toujours bon. La sauce aussi, sauf quand tu vas au Saguenay, hein, parce qu'ils savent pas c'est quoi de la sauce à poutine. Eux autres, ils mettent de la sauce à hot chicken ou de la sauce barbecue Saint-Hubert. Mais bon, c'est correct. C'est triste. C'est une Les tristesse patates, sans nom. oui, je sais. Pendant 3 ans que j'étais là, je n'ai fait que pleurer. Mais les patates, c'est souvent là où ça se gâche. Parce que soit elles sont trop graisseuses, soit elles sont pas assez cuites. En tout cas, moi, c'est ça. C'est mon opinion à propos de ça. On peut s'obstiner des heures pour déterminer où est la meilleure poutine du Québec. Je ne m'avance même pas dans le débat du créateur de la poutine. Ce serait mettre ma tête sous une guillotine. C'est pas Gatineau. Non, c'est certainement pas Gatineau. Mais j'ai pour mon dire que la meilleure poutine se trouve dans notre patelin, dans notre chez nous. Et on ne peut pas s'obstiner sur des souvenirs d'enfance qui sont aussi précieux qu'une bonne poutine avec papa après une charmante virée au Canadian Tire. Sur ce, je vous laisse, je retourne courir. Question de rebalancer un peu tout ça et de me faire pardonner par mon entraîneur. Ah, merci. De quelle ville tu viens encore? De Terrebonne, Bon, en la banlieue meilleure nord de poutine de Montréal. Terrebonne, ça a l'air battez-vous. Donc, encore une fois, cette semaine, notre réalisateur Jean-Denis Scott vous a tendu le Facebook. C'est un peu comme le placotoir, mais qui pogne plus. Donc, pour vous poser une grande question, quelle était cette question et quelles étaient les réponses surtout? C'est vrai. Et j'ai posé cette grande question. Qu'est-ce qu'un plat typiquement gatinois? Ou ben donc, Gatineau a-t-il une identité, une culture culinaire? Puis là, la quantité de réponses que j'ai reçues en ligne, mettons qu'il n'y avait pas de désert alimentaire là, sur le Facebook, laissez-moi vous le dire. 2 constats. Premièrement, soit les gens ont interprété la question sous l'angle nostalgique et ont réfléchi à quelle bouffe Gatineau de leurs souvenirs ils rattachent à ça, ou 2, le travail de défricheur de nos invités de tantôt, Éric Gaudreau, Romain et Élodie qui étaient là également, il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Ah? Oui, exactement. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Alors, premier commentaire, les choses qui m'ont un peu plus marqué quand je suis arrivé dans la région, c'est le nombre de restos shawarma. Il semblerait que la moutarde sucrée servie avec un pogo soit une exclusivité de Gatineau aussi. J'avoue que Ça va? j'étais pas familière avec ni l'un ni l'autre avant de Ouais. venir m'installer dans la région. Shawarma, pour moi, c'était un grand mystère. Oui, puis moi, j'ai répondu à ça. Semblerait que arc. Non, mais petite parenthèse là-dessus. La moutarde sucrée, là. Ah non, la je- moutarde sucrée. Pardon, on va se battre, Jean-Denis, on Est-ce va se que... battre. Non, mais je suis pas le seul à considérer ça comme une abomination, moi, là, la moutarde sucrée. Ah non, un pogo puis la moutarde sucrée. Là, tu m'as mis ça dans la tête, puis là, je vais avoir le goût de manger ça. C'est Non, mais je veux extraordinaire. dire, si on veut quelque chose de sucré sur notre pogo, il y a déjà le ketchup, la relish, le Nutella. Tout est là. Je veux dire, non, il n'y a pas de désert alimentaire là. Moi, je pensais que la moutarde sucrée, c'était juste une mode qui allait passer, un peu comme le pulled pork des sauces ou le MySpace des condiments, je sais pas. Ben non, c'est encore là, puis ça a l'air que je suis seul à pas aimer ça. Oui. Alors voilà, ça c'est réglé. Commentaire numéro 2, les restos cheap qui utilisent du fromage râpé dans une poutine, ça devrait être illégal, a dit ce commentateur. Comme la bonne vieille crêperie sur Grébert à 3h AM après les bars, c'était la seule place ouverte. OK, la poutine au fromage râpé, là. Mais Savez-vous non, à mais quoi non. ça me fait penser, pour vrai? À Gatineau, il y a un gars qui se promène en Hyundai Tiburon 2005, ce qui, en soi, a rien de mal. C'est pas de sa faute. C'est un bon... Non, mais c'est un bon char. Sauf qu'en arrière de son auto, il a enlevé les lettres Tiburon et il a remplacé ça par P-O-R-S-C-H-E. Porsche. Pour vrai, là. Hein? Bon, ce qu'il y a de weird là-dedans, c'est qu'il y a comme une entente tacite. Hein? Le chauffeur, il sait, lui, que c'est pas une Porsche. Les gens autour savent aussi que c'est pas une Porsche, mais il fait pareil. Ben, les cuisiniers qui rentrent du Petit Québec ou du Gros Ontarien sur leur poutine, là, ils savent que c'est pas de la vraie poutine avec du fromage râpé. Les clients aussi savent que c'est pas de la vraie poutine, mais ils font pareil. En tout cas, moi, message aux gens des restos qui proposent de la poutine au fromage râpé, je vais seulement accepter de manger cette affaire-là si vous êtes capable d'écrire avec le fromage râpé le mot Porsche sur ma poutine. Sinon, j'en mange pas. On répond aussi gaga spécial de gaga patate, comme un pogo, mais avec du fromage à la place de la saucisse. Bon, quand tu vomis dans ta bouche, là, Mais- t'as-tu encore faim pour finir après? Je sais pas, moi. Du fromage à la place Ben de la là, saucisse attends dans une le minute, faut pogo. que je me l'imagine, mais je suis
Pas contre l'idée. Cela étant dit, peut-être qu'avec la moutarde sucrée, les deux s'annulent. Et c'est pas mauvais. Je sais pas, faudrait que Ben là, j'essaie. ça marche pas parce qu'on est vraiment Mais pas là, c'est comme un d'accord. On va cheese stick, c'est ça? Ouais, c'est un cheese stick, mais méga sur un bâton. C'est un bâton. C'est ça la vraiment spécial. spécial. Bâton, Je pense que je vais aussi faire une chronique les premières fois, mais les premières fois à Jean-Denis, puis je vais aller essayer ça. Qui risque aussi de devenir la chronique les dernières fois de Jean-Denis. Autre commentaire, la crêperie ou encore la poutine de Gaga Patate, oui, avec de la sauce au poivre. Bon, alors pour ceux qui essaient de contrôler leur sodium, on savait que pour faire de la poutine, il faut verser la salière dans le plat. Ben eux, ils versent la poivrière avec, c'est plutôt aussi simple que ça. Là, ça m'a un petit peu déstabilisé. On dit Patio Vidal et ses omelettes au fromage Kraft Singles. Bon, quand on vomit dans notre bouche, là, est-ce que... Non? Ok, c'est bon. Un autre Facebooker a répondu qu'il connaissait c'était quoi le plat de Gatineau en 2019, mais qui était peut-être un peu trop tôt pour faire des jokes de poisson mort. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Et finalement, le commentaire qui m'a rassuré, mesdames, on a dit, à part la malbouffe, on a de super restos à Gatineau qui sont pas des chaînes. Je sens que la communauté gatinoise cherche de plus en plus à bien manger. On parle de 3 exemples. La crêperie La Maladroite à Buckingham, le seul endroit au monde où le commentateur ou la commentatrice, dans ce cas-là, mange des crêpes. Deuxième, le Belga Bistro Bar à Boc aussi. Fine cuisine belge pour le portefeuille de Monsieur, Madame, tout le monde. Et évidemment, j'avais comme hâte qu'on le sorte, lui-là, chez Edgar, sur la rue Bégin à Hull. Malheureusement, le commentateur était peut-être pas à jour dans ses commentaires parce qu'il a dit qu'il y avait juste 13 places et 3 choix de menu. Faudrait juste peut-être arriver en 2019 parce qu'il y a beaucoup plus que 13 places maintenant et immensément plus que 3 choix de plats dans le menu. Alors, c'est ce que vous avez pensé, dans le fond, Facebooker, Interneteur, de ce qui est le portrait alimentaire de Gatineau. Mais je ne pourrais pas terminer l'émission avant le segment que nous allons faire pour une 2e fois d'affilée. Oh non, les commentaires. Le commentaire du réalisateur. Hop là! Ben, j'ai pas beaucoup de commentaires, en fait, cette semaine. D'abord, on parle de VH et d'alimentation depuis tantôt. J'ai comme un goût de sauce soya dans la bouche parce que la sauce soya était la seule affaire que j'associais avec VH et alimentation avant. Je comprends. Marie-Hélène, est-ce qu'il y a quelque chose de pire que la réglisse noire, as-tu posé comme question tantôt? La réponse, c'est oui. La réglisse noire dans sauce blanche. Ça, mon Dieu! ça doit être assez spécial. Et le dernier commentaire, je me l'envoie à moi-même. Je me suis réécouté dans les dernières semaines et je me suis dit, coudonc, je parle donc bien vite dans cette chronique-là. La réponse, c'est que je suis la dernière chronique, je prends le temps qui reste. Et voilà, c'est terminé. Le commentaire du réalisateur. Merci, Jean-Denis. Merci, Jean-Denis. C'est ce qui met fin à notre 4e émission de radio éphémère du Vieux-Hall. Un immense merci à tous nos invités d'aujourd'hui. On avait Éric Gaudreau, Romain Riva, on avait Élodie Monga-Dubreuil, Yolène Ruel, Daniel Hermeston. Merci d'avoir été là avec nous. On avait invité une poutine sauce blanche, mais malheureusement, elle s'est désistée à la dernière seconde. On me dit qu'elle a coagulé. Fait que je sais pas. Elle avait une pierre au rein. Donc, comme Camille. Julien Morissette à la direction de Transitor Média, Camille Boutin à la recherche et à la chronique, Jean-Denis Scott à la réalisation et au micro. Il y a aussi Marie-Hélène Frenette-Assad à l'animation et aussi autre grande Manitou de Transistor. Fallait que je le dise parce que si c'était toi, ça aurait été un peu bizarre. Je me demandais comment j'allais aborder ça. Et ici, Annie Cloutier. La dernière, mais non la moindre. Oui, la cerise sur le gâteau. Et Marie-Hélène Frenette-Assad. À bientôt et quand vous voudrez parce que c'est un balado.